En commençant par la colonne, base, le premier rang. Legio Patria Nostra, la Légion est notre patrie. Vous l'aurez compris, pour ce nouveau numéro, nous avons rendez-vous avec la Légion étrangère. Sa particularité, elle est composée de militaires du rang et de sous-officiers servant à titre étranger. Et ce mois-ci, la Légion va fêter les 150 ans de Cameron, un combat célèbre, illustration même du culte de la mission et du sens du sacrifice cher à ces hommes. Bienvenue donc dans le sud-ouest, à Castelnaudary. C'est ici qu'est implanté le 4e régiment étranger. Bonjour colonel, vous commandez ce régiment, alors quelle est la particularité du 4e régiment étranger? Bonjour, le 4e régiment étranger, c'est le creuset de la Légion étrangère. Tout légionnaire qui s'engage vient ici pour recevoir sa formation initiale. Il y revient après au cours de sa carrière. Il y a une vraie cohérence dans la formation. Alors on peut dire que c'est ici que tout commence. Pour un légionnaire, à quoi doit-il s'attendre? Tout d'abord, une forte rupture par rapport à sa vie antérieure, une forte exigence en termes de résultats et de la solidarité. Quelle base, quelle valeur leur inculquez-vous? D'abord, je lui apprends à devenir un soldat, le tir, l'aguerrissement, le combat. Et je lui apprends à mettre en œuvre tous les jours le code d'honneur du légionnaire. Merci, colonel. Direction maintenant les Caraïbes. Cette zone est la plaque tournante du commerce de la drogue. Pour lutter contre ce trafic de stupéfiants, les forces armées aux Antilles, et en particulier la Marine nationale, sont mobilisées. Les détails, c'est tout de suite et en images. Les Caraïbes. Derrière la carte postale, une réalité, le trafic de drogue. Chaque année, plusieurs tonnes de cocaïne transitent dans la zone des Antilles, à destination de l'Europe. Embarquement sur la frégate Ventose, la Marine nationale est la spécialiste des interceptions en haute mer. Nous sommes le vecteur principal pour intervenir en haute mer. On peut intervenir indifféremment sur des go fast, c'est-à-dire des embarcations rapides chargées de cocaïne, ou ce qu'on appelle des slow movers, c'est-à-dire des embarcations lentes sur lesquelles on dispose d'un peu de renseignement pour pouvoir intervenir à la mer. Contact L'alerte a été donnée, il faut que dans 20 minutes on soit parti. Donc toute l'équipe paraît armée dans les tracos, dans l'embarcation rapide. La traque commence. Sous les ordres du commandant, un hélicoptère, une équipe de marins spécialement entraînés et des commandos marines, les experts de l'assaut en pleine mer. Ils le savent, l'intervention doit être musclée contre des trafiquants prêts à prendre tous les risques pour leurs marchandises. Le client du jour est une pirogue surmotorisée, à bord 5 hommes. C'est une course contre la montre pour stopper la fuite de l'embarcation et récupérer la drogue. Mais devant la démonstration de force des marins, les trafiquants n'opposent pas de résistance. La pêche est fructueuse, ici chaque prise sauve des vies. Un GPS, unité. Un GPS, 4 téléphones. Encore un téléphone. Monsieur, un GPS, 4 téléphones. Les trafiquants seront remis au procureur de la République. Dans ce coin du globe, la marine est engagée dans une bataille de longue haleine. 232 kilos en 7 ballots. L'opération est un succès complet, je dirais presque un cas d'école, tant dans le déroulement que dans la tactique et l'engagement de l'équipage. Les affaires, tu dois arranger et présenter comme tous les légionnaires qui est à gauche et à droite de toi. Quelques jours après leur arrivée au régiment, les engagés volontaires partent en section constituée dans ce que l'on appelle une ferme d'instruction. Pendant un mois, ils vont vivre dans cet environnement aux conditions spartiates, à l'écart du monde civil. Leurs journées seront rythmées par la formation militaire, bien sûr, mais aussi par le sport. Un passage obligé pour se forger un socle de valeurs communes. Il faut pas cacher derrière. À plusieurs milliers de kilomètres au Qatar a eu lieu l'exercice Gulf Falcon pendant 3 semaines. Près de 3000 militaires se sont entraînés conjointement à planifier et conduire des opérations combinées. Un reportage sous haute température. C'est aux alentours de la ville de Doha, au Qatar, que les forces armées françaises se sont entraînées aux côtés de leurs homologues qatariens dans le cadre de l'exercice Gulf Falcon 2013. Forces terrestres, navales et aériennes des deux pays,
3000 soldats au total ont manœuvré ensemble pendant 3 semaines. Alors, les objectifs, c'est surtout de renforcer l'interopérabilité de nos forces et notre aptitude à opérer ensemble, que ce soit dans le cadre des accords de défense pour la défense du territoire qatarien, mais aussi pour des opérations qu'on pourrait être amené à conduire ensemble. Et à cet égard, on peut se référer à ce qui s'est passé en Libye, où les forces qatariennes ont été engagées. Nous avons beaucoup progressé depuis Gulf Falcon 2001. En conduisant cet exercice, j'ai pu constater l'évolution de notre coopération. Cet entraînement est très bénéfique pour nos deux pays et nous nous améliorons à chaque nouvelle collaboration. Des deux côtés, des moyens conséquents ont été déployés. Côté français notamment, une 60aine de véhicules blindés, des canons César et des engins du génie. L'occasion d'aguerrir les hommes et les matériels aux rudes conditions du désert. On a eu une première phase où on a commencé à s'acculturer un peu avec la zone désertique, apprendre à manœuvrer dans cet espace qui est quand même vaste, ce qui nous change de nos bois alsaciens. Dans un premier lieu, il y a le climat qui est pas identique pour les marsouins notamment. Il faut qu'ils s'habituent à boire sans soif, à découvrir cet univers où il n'y a pas d'ombre, où pour se cacher c'est beaucoup plus dur. Il faut bien comprendre que pour le soldat qui est habitué à travailler en centre-Europe, ici il se retrouve dans un univers qui n'est pas du tout le sien. La difficulté, elle est véritablement logistique, parce qu'on est loin de tout, on a besoin de beaucoup d'eau, on a besoin de carburant, on a besoin d'un certain nombre de choses. Donc le désert, c'est un défi logistique. L'exercice Gulf Falcon, planifié et conduit dans le cadre des accords de coopération entre la France et le Qatar, est organisé tous les 4 ans. Prochain rendez-vous en 2017. Vous dessinez. Il dessine. Dans cette section, ils sont une 50aine de 27 nationalités avec des langues et des cultures différentes. L'apprentissage du français devient donc un élément fédérateur qui participe à la cohésion du groupe. Et vous le voyez, les francophones reconnaissables par leur béret vert aident leurs camarades dans l'apprentissage du vocabulaire. Tous les ordres sont bien évidemment donnés en français à la Légion étrangère. Changeons de décor, l'Aquitaine est la première frégate européenne multimission, 142 mètres de long pour 94 marins. C'est le pari de la Marine nationale pour ces bâtiments lourdement armés. On vous fait embarquer, c'est tout de suite. Première née de la série des frégates multimissions, l'Aquitaine est un bâtiment innovant à bien des égards. Multimission, la frégate Aquitaine l'est, grâce notamment à son missile de croisière naval et au NH-90 qui contribue à sa vocation première, la lutte anti-sous-marine. Mais ce qui fait de la FREMM une véritable révolution, c'est son équipage optimisé. 94 marins, une innovation sur une frégate de premier rang. Là où, dans les générations précédentes de bâtiments, il y avait besoin de 300 ou 250 personnes, eh bien là, on n'est plus que 94 personnes. C'est vraiment l'enjeu de ce bateau, voir si on arrive, avec si peu d'équipage, un équipage optimisé, à faire fonctionner et à remplir exactement les mêmes missions qu'avant. Pour soutenir cet équipage optimisé et polyvalent, dont le rythme est très dense, le Ridgeback a été créé. Ce dernier a pour vocation de soutenir la FREMM et de soulager son équipage depuis le port-base, Brest en l'occurrence. En expérimentation pour une durée de 2 ans, le Ridgeback répond aux besoins de la FREMM, humains ou logistiques. La structure de pré-embarquement, quant à elle, forme les marins du Ridgeback au système de la FREMM à l'aide de tuteurs et de simulateurs. Les marins sont gérés en pool et sont là pour répondre aux sollicitations des bateaux, soit des sollicitations immédiates qui peuvent être la défaillance d'un marin à bord d'un bateau et il faut le remplacer et envoyer quelqu'un, soit répondre à des sollicitations à court et moyen terme, soit en préparation de mission, en renfort pour entretien. Et cette manière de gérer le potentiel humain au profit des FREMM est en cours d'expérimentation et donc va se développer au cours des années. Moins de marins à bord, cela veut dire plus de polyvalence. Ainsi, lorsque la priorité est donnée à la lutte anti-sous-marine, les opérateurs spécialisés en défense anti-aérienne peuvent venir en renfort pour soulager l'équipe anti-sous-marine. Cela va de pair avec la réduction du nombre de marins nécessaires à la réalisation de certaines actions. Par exemple, pour la mise à l'eau du poisson, ce sonar remorqué de dernière génération, seuls 2 marins sont nécessaires, en comparaison des 10 utiles pour l'ancienne génération. Et cette optimisation se retrouve à tous les niveaux, aussi bien aux centrales opérations qu'en passerelle,
grâce à une automatisation poussée et une certaine redistribution des rôles. En temps classique, on a environ 6 personnes en passerelle. Là, on a réussi à réduire à 3, donc le barreur et l'adjoint de car qui sont à ma gauche. C'est vraiment cette automatisation qui permet l'optimisation de l'équipage. À terme, on compte même passer en mode pilote-copilote sur des transits simples. La Frem Aquitaine effectue en ce moment même sa traversée longue durée. Dernière étape avant son admission au service actif, l'occasion de prouver qu'à 94, ça fonctionne. Avec moi aujourd'hui, séance de tir, bravo 16, vous verrez les positions intermédiaires sur cible réduite à 25 mètres, repos. À Castelnaudary, ils vont devenir des combattants. Ils vont notamment recevoir une formation d'instruction sur le tir de combat. Elle vise à leur faire acquérir la maîtrise parfaite de leur FAMAS, ceci bien sûr en respectant les règles de sécurité. Parlons maintenant de l'armée de l'air. Elle compte une cinquantaine de sauveteurs plongeurs héliportés sur les bases de Caso et Solenzara. Recherche et sauvetage sont leurs principales missions. Rencontre en Corse avec l'un d'entre eux. Je suis le sergent Nas, sauveteur plongeur héliporté sur la base aérienne de Solenzara. À 28 ans, le sergent Franck Alina est l'une des dernières recrues de l'escadron de la base de Solenzara, spécialisée dans le sauvetage. Naufragé ou plongeur en détresse, randonneur blessé ou pilote éjecté, Franck intervient dans tous les milieux, quelles que soient les conditions climatiques. On intervient lorsque les moyens conventionnels, le plus souvent lorsque les moyens conventionnels en fait, ne peuvent plus intervenir. Les 3/4 du temps, en fait, c'est quand tout va mal, c'est à ce moment-là qu'on décolle. Professionnel, il connaît les procédures. Les gestes sont maîtrisés, le doute n'a pas sa place lors d'intervention. Le secret, un entraînement quotidien. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 2 vols de prévus, donc c'est 2 vols à notre profit. Une Samar jour, donc où l'équipage qui décolle, c'est encore Johan et moi. Et une Sater de nuit, toujours pareil, Johan et moi. Attention pour lever, Il s'agit d'une victime qui a fait une chute avec un traumatisme au niveau du bassin, donc on la conditionne sur la civière. En 2010, sur 30 candidats, 6 sont devenus sauveteurs-plongeurs aux côtés de Franck. Pour son ancien instructeur, le sergent Alina a toutes les qualités d'un bon sauveteur-plongeur. Pour être un bon sauveteur-plongeur héliporté, évidemment, il faut une bonne condition physique. Ça, il n'y a pas de souci. Après, il faut de l'humilité, du respect, de l'organisation et puis un peu de courage. Retour à l'escadron. Le soleil s'est couché, mais l'entraînement continue. Le Super Puma décolle pour un exercice de sauvetage aéroterrestre dans les montagnes corses. En 2012, l'escadron Solenzara a réalisé 24 sauvetages en Corse et sur le continent. Ces hommes sont venus à bout de la marche Képi Blanc de 50 km ou plus. Ce matin, c'était même 59. Ils ont quitté la ferme d'instruction et ont reçu le fameux Képi Blanc. Ils sont ainsi passés de simples engagés volontaires à légionnaires. Bonjour. Bonjour. On vous a vu tout à l'heure réciter le code d'honneur du légionnaire avec vos camarades. J'imagine que là, tout de suite, vous êtes très fiers. Oui, on est fiers de réussir la marche après tous ces efforts et on a eu notre Képi Blanc. C'est notre seule ambition qu'on attend depuis un mois. Ça a été dur justement ce premier mois à la Légion? Oui, c'était dur, mais ça va, c'est tout passé, ça restera des souvenirs. Quel a été justement le souvenir le plus marquant? Qu'est-ce que vous retenez? Tous les parcours et les entraînements qu'on a vus pour les combats, les marches la nuit et tout, les chants autour du feu, ça a été bien. On vous souhaite alors bon courage pour la suite. Merci. Et c'est ainsi que s'achève le journal de la Défense. Merci au 4e régiment étranger de nous avoir accueillis. Et puis bien sûr, rendez-vous le mois prochain sur LCP.